Bonsoir et bienvenue. Avant je méprisais les autres, je ne me sentais pas des nôtres. Avant j'étais nos limites, c'est au premier que revenait le mérite. Avant j'étais un homme, mais ça c'était avant. Avant je m'achetais une conscience, je faisais comme le dit la science. Avant je vivais bio et solaire, mais chaque jour exploitais la misère. Avant j'étais un homme, mais ça faisait pas de moi un être humain. J'avais trop de sang sur les mains. Dans l'humain, il y a bienveillant, il y a amour, il y a intelligent. Dans humain, il y a divin rayonnant. Avant, je voulais gagner ma vie, prêt à tout pour lui donner un prix. Avant, j'étais un robot de la finance ou un politique plein d'arrogance. Avant, j'étais l'allié d'un système, pensée unique était mienne. Avant, j'aimais avec mon cerveau surdoué, je mourrais idiot. Avant, j'étais un homme, mais ça faisait pas de moi un être humain. J'avais trop de sang sur les mains. Dans l'humain, il y a bienveillant, il y a amour, il y a intelligent. Dans l'humain, il y a divin rayonnant. Avant, je n'avais qu'une seule vie. Avant, je pillais la terre. Avant, je vivais à crédit. Avant, je faisais des prières. Avant, j'ignorais mon âme. Avant, je me sentais supérieur. Avant, je battais les femmes. Avant, j'étais même parfois chasseur. Avant, j'avais des idoles, j'étais pour la peine de mort. Avant, j'ignorais les symboles, j'avais des parachutes en or. Avant, j'avais une prison dorée, mais c'était une prison quand même. Avant, impossible de pardonner, on m'avait jamais dit je t'aime. Avant, je mourais de maladie, je ne comprenais pas pourquoi. Avant, je n'avais rien choisi et je ne connaissais pas la loi. Avant, j'étais un homme, ouais c'est ça, ouais c'est ça. Avant, j'étais un homme, mais ça faisait pas moi un être humain. J'avais trop de sang sur les mains. Dans l'humain, il y a bienveillant, il y a amour, il y a intelligent. Dans l'humain, il y a divin rayonnant. Dans l'humain, il y a bienveillant, il y a amour, il y a intelligent. Dans l'humain, il y a divin maintenant. Merci Will, un frisson en aigrette. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne pour aujourd'hui une émission un peu spéciale qui inaugure une série d'émissions autour de l'art, de la beauté, d'une aspiration profonde de l'humain à quelque chose d'autre que ce qui est en train de lui arriver. J'ai la chance de te recevoir. Est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, comme on dit dans Thinkerview? Tu m'entends, Will? Ouais, je t'entends, mais il y a un décalage, alors j'attends la fin. Ouais, je vais me présenter.
Voilà, je m'appelle Barueco, Wilfried est mon prénom. Et voilà, je suis auteur, compositeur, interprète depuis 2004. Et les gens disent de moi que je suis un peu un haut-parleur, puisque c'est vrai que j'ai pris l'habitude dans mes chansons de dire tout haut ce que pas mal de monde pense tout bas. Et voilà, donc avec plaisir de vous rejoindre ce soir et peut-être d'autres soirs. Merci beaucoup. Je vais faire monter Stéphane, mon ami Stéphane Chatry. Bonsoir Stéphane, ça va? Attends, il y a ton son qui est enlevé, je te le remets. Ah, c'est toi qui dois le C'est démuter. bon. Bonsoir Louis, merci beaucoup pour cette invitation. Très heureux d'être là parmi vous tous et toutes. Tu vas bien? Super, très bien, au top. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, moi, en fin de compte, ça fait une quinzaine d'années que je mène des actions que j'estime créatives dans le domaine des arts plastiques. Et donc, de fil en aiguille, bien, tout simplement, en tant qu'organisateur d'expositions, collaborateur d'artistes, je me suis radicalisé, mais dans le sens positif, où je me suis, depuis 6 ans, j'ai décidé de collaborer exclusivement avec des artistes qui mènent un travail avec un engagement sur les problèmes de société ou sur tout du moins les urgences auxquelles on fait face. Donc vraiment des artistes qui créent des œuvres plastiques sur des domaines comme l'écologie, les droits de l'homme, la nutrition. Et puis donc j'ai créé une association pour ça qui s'appelle Artivisme Contemporary Art, donc Artivisme CA. Et puis on a fait pas mal d'événements. Et puis au bout de ça, j'ai eu envie aussi de sortir un petit peu du domaine des arts plastiques pour aller rencontrer des gens qui cette fois-ci, proposent des solutions. Et c'est comme ça que j'ai créé EthiqueTV.fr, qui est une chaîne YouTube sans grande prétention, mais tout simplement, j'ai été rencontrer des personnes, des permaculteurs et différentes personnes. Et puis, j'ai mis dans cette chaîne, moi, ce que je faisais, ce que je juge de bien et d'intéressant pour notre monde. Et puis, donc, du coup, ça m'a fait découvrir la permaculture. Et puis, depuis 3 ans, je me suis auto-formé en permaculture. Et donc, on a ajouté ce nouveau volet à notre association d'art plastique. On a voulu ajouter la permaculture qui, donc avec les arts plastiques, avec les plasticiens, on questionne. Avec la permaculture et toutes les alternatives qu'on filme dans Ethique TV, on apporte des solutions. Donc voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Louis. On a fait déjà 7 vidéos ensemble. Voilà. Déjà. C'est productif. Merci beaucoup. J'accueille maintenant Malaki Farel. Bonsoir Malaki, tu vas bien? Bonsoir. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Enchanté, bonsoir. Moi, je suis content de te rencontrer. Est-ce que tu peux dire un mot de toi et te présenter succinctement? Et finalement, un des artistes qui travaille avec Stéphane dans Artivisme. Bon, écoute, pour être compris et être intelligible, je vais dire que je suis artiste, bricoleur, plasticien. Après, on peut mettre pas mal d'autres étiquettes aussi par-dessus tout ça. Voilà. Donc, j'essaye surtout de faire un art que je vis et que j'essaye de le faire vivre aussi aux gens, j'espère. Ouais, c'est un art un peu vivant. Tout à l'heure, on va avoir un petit frisson électrique peut-être en regardant une de tes créations. Ah bon? On va voir. Merci beaucoup, Malaki. J'accueille Roxane. Et bonsoir. Je vais mettre devant. Bonsoir, Roxane, tu vas bien? Bonsoir. Oui, ça va. Et vous? Ouais, toi, tu es du côté des Landes. Et tu viens ce soir à 2 titres, je crois. Est-ce que tu veux bien te présenter succinctement? Alors, ouais, donc oui, j'habite dans les Landes. J'habitais à Paris encore il y a 8 mois, mais moi aussi, j'ai eu envie de changer d'air et faire un peu de permaculture. Donc voilà, c'est un peu plus simple ici. Et ouais, moi, je suis un des membres cofondateurs de Enfance et Liberté. Et voilà, je pense que vous connaissez Enfance et Liberté. On y reviendra peut-être plus tard. Et ce soir, parce que on parle d'art et on est en train de tourner un film qui s'appelle Super Héros et dans lequel je te remercie Louis d'avoir accepté de venir jouer au mois de mai. Voilà, on est une équipe
de beaucoup de personnes ici, donc on va essayer de ne pas faire trop de bruit parce qu'il y a des enfants, il y a beaucoup de monde, il y a des techniciens, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais faire monter Paul, enfin, qui nous rejoint. On est très honoré de t'avoir, Paul. Attends, je vais essayer de te mettre Bonsoir, c'est moi surtout. Je suis très honoré d'être avec vous. Bon, Comment ça va? voilà. Ça va. Toi, t'es où physiquement et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et ton travail moi, je vis en Normandie, donc vers Elbeuf, sur la Seine. Voilà, ce que je fais, moi, je suis un auteur, je suis quelqu'un qui écrit banalement depuis bien longtemps. Donc voilà, de ce fait, j'ai commis quelques ouvrages plus ou moins intéressants, plus ou moins captivants. C'est pas à moi d'en juger. Voilà. Bon, et puis ma présence ici s'explique simplement par le fait que j'ai beaucoup d'affection pour Stéphane Chatry, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, tout ce travail d'éthique TV autour de l'artivisme, la permaculture, et puis surtout j'aime beaucoup son engagement humaniste. Je trouve que c'est quelqu'un qui déploie beaucoup de chaleur humaine et c'est toujours un sujet d'étonnement pour moi dans ce monde si brutal. Voilà, je le vois un peu comme un abbé Pierre de la culture. Donc, ce qui pour moi est une sorte de compliment absolu. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus sur moi. Voilà. Merci, Paul. Surtout qu'il a le look un peu abbé Pierre là, ce soir, hein, quand il était jeune. Donc, de plus en plus, il l'a de plus en plus. Mais c'est bien, c'est bien. Bientôt, on les confondra. Les gens s'accrocheront à sa bure. Tu ne peux pas répondre, heureusement que ça tombe bien. Stéphane, bénissez-moi. Merci infiniment, Paul, c'est très touchant que tu dis ça en direct comme ça. Merci à toi de venir. On a fait beaucoup de collaborations ensemble pour notre association Artivisme, mais je te remercie encore. Et puis, j'oublie aussi de dire que l'association, je l'avais déterminée au tout début, il y a 6 ans, avec Malaki. Justement, c'était dans une discussion avec Malaki où je m'étais dit, mais vraiment, il faut qu'on se... J'avais fait un dépôt de bilan de ma SARL et j'ai dit, de toute façon, je ne veux pas créer une société comme ça, je veux partir sur les principes de l'association, ça me paraît beaucoup plus intéressant pour défendre l'art militant, l'art politique, l'artivisme, c'est au néologisme qui lie activisme et art. Et c'est avec Malaki qu'on a décidé ça, je m'en souviens très bien. Et voilà. Merci à vous d'être là. Ouais, alors merci à tous vraiment de nous avoir rejoints. On va essayer que la parole soit fluide un petit peu pour que les auditeurs soient pas pris forcément dans des monologues. Donc je vous propose d'essayer d'avoir une parole claire et concise. Quand vous commencez à tenir le crachoir plus de 5 minutes, j'essaierai de vous faire un petit signe pour vous dire peut-être on peut faire circuler un peu le bâton de parole. Et la proposition, c'est de mettre la parole au centre quand on a fini en disant j'ai fini. Et puis je mets la parole au centre, la prend qui la veut. Ce soir, on va faire un petit parcours artistique autour de plusieurs artistes, Malaki entre autres, mais aussi Bénédicte Pontet, Caroline H, Magdalena et puis Florent. Et donc Flavien Moras. Et donc vous allez pouvoir en dire un mot, peut-être surtout toi Stéphane qui les connais tous très bien, et puis après les réactions de chacun un petit peu autour des œuvres d'art. Donc on va essayer de les afficher, hein. C'est la première fois qu'on fait une expo d'art contemporain en live comme ça, donc c'est un peu novateur. J'espère que ça va bien s'afficher, qu'il n'y aura pas de problème. Puis on va essayer de regarder une ou deux œuvres de Malaki qui sont des œuvres vivantes, donc c'est des petits films, et je vous propose justement de commencer par ça, parce que ça peut faire un petit électrochoc, quoi. Donc, c'est pas forcément facile et on va pas partir dans du super lumineux tout de suite. L'idée, c'est que peut-être on va être dans un constat d'abord que notre société, elle est dure, de la souffrance, de tout ce qui va pas, de plein de choses qui sont en train de se déliter ou de s'effondrer, pour aller peut-être doucement vers quelle piste, quelles ouvertures, quel chemin on peut ouvrir vers un autre monde qui soit plus beau et plus désirable. Donc, je vous laisse avec une création de Malaki pendant 3-4 minutes, je pense. Et puis après, on revient tous ensemble.
Switch. Waouh! Voilà pour l'entrée en matière. Je mets la parole au centre, la prend qui la veut, autour de cette œuvre de Malachi Farrell qui s'appelle Nature morte. Malachi, prend la parole. Oui, bien sûr. Moi, je peux parler que à l'époque, c'était un ressenti que je voulais décrire et dénoncer cette question de la peine de mort. Et je savais absolument pas comment, par quel bout prendre ça. Et donc, j'ai petit à petit mis dans ma tête l'idée du parallèle entre des gens un couple qui se ferait exécuter, mais qui s'est vraiment fait exécuter, donc le couple Rosenberg, exécuté en 1953 aux États-Unis, et je les ai remplacés par des branches de laurier, donc comme si c'était la nature qui était exécutée, alors, comme un parallèle, comme quoi elle n'avait pas grand-chose à dire, la nature, et que, en gros, on l'écraserait. Et ce parallèle aussi entre des gens qui voudraient exprimer des choses ou dire des choses et qu'on les écraserait, et qu'un système les écraserait, et que voilà, je peux continuer, mais en gros c'est une grosse souffrance, et de voir que les choses existent encore aujourd'hui me fait encore plus vibrer, de voir que c'est constamment une situation qui n'a pas eu une énorme amélioration et qui est toujours d'actualité et donc nous concerne tous. Peut-être Paul? Oui, bah, on retrouve là les figures de la violence qu'on trouve constamment chez Malachi. Farrell, bon, qui est un artiste bien connu, moi je connais ses travaux maintenant depuis près de plus de 25 ans. Et j'ai toujours été frappé par deux choses chez lui. D'abord la minutie technologique, parce que bon, ça se voit peut-être pas, mais ça se pressent quand on regarde cette vidéo. On a affaire ici à des mécanismes extraordinairement travaillés, bricolés. C'est une sorte de bricoleur, on peut dire, au sens noble du terme. Bon, je ne vais pas citer Lévi-Strauss, mais dans le bricolage, il y a toute l'enfance en fait de la haute technologie, d'une certaine manière. Ça, c'est le premier point. Puis le second point, c'est l'engagement tout le temps. C'est-à-dire que toutes ces œuvres sont portées par un esprit de dénonciation, mais qui passe souvent par l'absurde. On voit très nettement chez lui, moins peut-être dans cette œuvre que dans beaucoup d'autres, le fait que il y a quelque chose dans ce monde qui est vraiment défaillant, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans tous les domaines qu'il aborde, que ce soit la condition des gens, la condition des femmes, la condition des travailleurs, le rapport à la violence d'État, qui sont des données très présentes chez lui. Il y a toujours cette idée, au fond, d'un dérèglement, d'un monde, d'une certaine façon, dont le fonctionnement, ce serait non pas grippé, mais emballé. On aurait pris à un moment donné une mauvaise direction. Et finalement, on tourne en quelque sorte dans cet univers, qui est un univers d'un chaos à la fois organisé et destructeur. C'est quelque chose de très, très récurrent chez lui.
Voilà, c'est juste un point de vue. Hein. Bah, Je me je permets peux pas de juste préciser une chose, Malaki, par rapport à cette œuvre-là. Tu m'avais dit que tu l'avais présentée aux États-Unis. Elle avait été présentée aux États-Unis avant de l'exposer Absolument. au Cassois. En fait, surtout ce qui s'est passé avec cette œuvre, c'est que moi, je voulais jouer sur le côté voyeur aussi, avec le public, les faire ressentir quelque chose, en gros, donc d'essayer entre guillemets, d'avoir vraiment des sentiments autres pour dépasser ce côté observation. Et j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans plusieurs pays avec. Et le plus choquant, le plus dur, c'était aux États-Unis. Mais surtout, qui m'a surpris avec ces chaises, à chaque fois que je les exposais, c'était le retour du public. Le public prenait vraiment les choses d'une manière frontale. Et donc, ça m'a vraiment mis, moi aussi, dans une situation presque sur mes gardes aussi. Tout d'un coup, ça devenait comme si moi, j'étais dans cette machinerie et au lieu de la dénoncer, on me redénonçait moi. Donc, c'était... Et aux États-Unis, on était presque allés à me cracher dessus, les Américains, et me dire qui c'est, vous, à donner des leçons aux autres, qu'il faut pas exécuter les gens, et donc constamment avoir une forme de réalité qui est renvoyée. Roxane, tu voudrais éventuellement réagir ou pas? Moi, je voudrais dire bravo parce que moi, je découvre Malaki. Et ouais, ça poigne tout de suite. Moi qui suis très attachée à ce qui se passe par le cœur, ce qui passe par le cœur, ben, c'est bim. Droit au but. C'est vraiment chouette. Et sur la partie cinématographique pure, la technique est au service du fond. Mais la technique déjà est très belle en elle-même. Bravo. Merci. Ouais, merci beaucoup Malaki de pouvoir présenter ça aussi, parce que finalement, souvent quand on parle de la peine de mort, ça paraît un peu lointain, ça paraît un peu vu de France en fait, quelque chose, bon, comme si c'était un peu oublié, alors qu'en fait, dans de très nombreux pays dans le monde, bah, c'est encore le cas. Absolument. Aujourd'hui, en plus, tu mets en scène vraiment bah, la peine de mort de la nature. Quelque part, moi, ça me touche, parce que je me dis, mais ouais, on est en train de faire ça, on est en train de tuer le monde dans lequel on vit de manière volontaire. Comme si en plus il était coupable, comme si ça avait été le fruit d'une sorte de jugement, d'un processus. Absolument. De jugement, quoi. Et ce rideau blanc, il me rappelle quelque chose de chirurgical, tu vois, une espèce de côté sanitaire. Et j'arrive pas à m'empêcher de penser à ce qui nous arrive aujourd'hui et à se dire que, en fait, on est dans le même déferlement totalitaire, quoi. Où à la fin, est-ce qu'on va aller tuer ceux qui contreviennent à cet ordre bien rangé, bien sanitariste du rideau blanc, à tout ce qui viendrait mettre un peu le bazar, à ces branches qui partent un peu dans tous les sens, etc., avec leurs soubresauts. Donc ça me touche parce que je me dis c'est quelque chose où il faut pas qu'on laisse faire en fait. Faut pas qu'on laisse faire. Louis, moi je joue sur cet aspect aussi moyenâgeux, exécution d'avant, d'une forme moyenâgeuse, et la maladie, la peste, les grands retours, tous ces parallèles en fait. On va dire que c'est catastrophes en fait. Ce sont des catastrophes sous différentes formes, mais ce sont des choses qui nous touchent. Ouais. Merci beaucoup pour ça. On pourrait passer la soirée peut-être à en discuter. Will, je ne sais pas si tu voulais dire un truc ou non. Ouais, avec plaisir. Moi aussi, je découvre en fait. Donc, je suis ravi. Moi, je suis pas un grand habitué de sculpture, de peinture. Donc, ce soir, je vais me régaler. Je vais surtout être un novice et découvrir. Là, ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est effectivement le côté exécution de la nature. Donc, avant de lire ce qui était expliqué à la fin, je ne savais pas de quoi on parlait dans cette œuvre. Donc, j'imagine que de toute façon, comme dans plein d'œuvres, il y a plusieurs niveaux de lecture. Absolument. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'art en général, de toute façon, que ce soit de la chanson, que ce soit un livre, une peinture. Chacun avec qui l'on est, on arrive devant la proposition et on la prend avec qui l'on est, quoi. Et donc, de voir que la nature était complètement exécutée là, effectivement, c'est sûr qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui et cette proximité, cette colonisation qu'on fait des espaces naturels qui provoque d'une certaine manière tous les problèmes sanitaires qu'on se prend les uns après les autres par vagues comme ça dans la tronche, quoi. Donc c'est sûr que ça mène à réfléchir à ce niveau-là. Et puis j'ai bien aimé aussi l'éclairage de toi, Louis, sur le drap.
le drap qui sépare les différents lits, comme pour créer un rempart qu'on ne doit pas voir, comme quelque chose qu'il faut taire aussi. C'est comme ça aussi que je l'ai vu. Voilà, donc non, mais merci, hein, merci et bravo. Merci. Ouais, moi, il y a une dernière chose peut-être que je voudrais dire, c'est que les époux Rosenberg, c'est pas rien en fait, hein. C'est le moment de la guerre froide. Cette guerre froide, alors, on n'est pas dans une guerre froide là, avec pas d'armes, mais avec truc larvé, latent, une attente, une peur. En fait, on est en plein dans une guerre froide. Une guerre Mais froide Louis, contre leur peuple. si je puis Ouais. dire, moi, ce qui m'a surpris, quand moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet, donc il y a 26 ans, ils étaient pas sûrs d'être. On disait que c'était pas sûr qu'ils avaient donné le secret de la bombe atomique. Et c'est que depuis 25 ans que ça a été avoué que, soi-disant, ils étaient absolument espions et qu'ils auraient vraiment donné la bombe atomique aux Ce Russes. dont on n'est même pas vraiment sûr en fait. Et au fond, quelque part, c'est le moment de la chasse aux sorcières aussi, hein, d'une des chasses aux Absolument. sorcières américaines. Le McCarthyisme, la chasse aux sorcières réellement, les sorcières de Salem, etc. C'est tout un imaginaire de se débarrasser des sorcières aux États-Unis et qui en fait, dans notre américanisation progressive, arrive aussi, qui consiste à dire pour nous unir dans un peuple qui est désuni et qui n'a pas d'aspiration commune à autre chose que la matérialité et à détruire la nature en prédation. Finalement, il n'y a plus rien qui nous unit, il n'y a plus de protension collective positive. Il ne reste qu'à désigner les ennemis. Et si on désigne bien tous les ennemis, ah là, on sera bien entre nous. Et je crois qu'aujourd'hui, on assiste à ça dans les médias. Il y a une désignation de l'ennemi, que vous vous appeliez Perron, Raoult, Fouché, Bolsonaro, je sais pas qui. Vous êtes, à la fin, vous finissez toujours par avoir été copain avec Dieudonné d'une manière ou d'une autre. Vous êtes désigné par les médias, quoi. Et je crois qu'on est dans cette chasse aux sorcières-là, un moment d'inquisition, en fait, de raidissement. Complètement. Ça sera tout le temps. Ça, c'est les médias, hein. Constamment. Ouais. Et toi, Paul, par rapport à ça, qu'est-ce que tu entends? Bon, moi, effectivement, là, on fait un grand bond. Moi, je n'oublie pas que je suis historien de formation. Bon, j'ai enseigné l'histoire longtemps. Effectivement, bon, il faut faire attention, pas forcément mélanger la période contemporaine avec ce qui a été la guerre froide, donc qui est réellement une période de tension, de compétition, de guerre réelle aussi, puisqu'en 53 c'est la guerre de Corée aussi, et la guerre de Corée, c'est une guerre authentique, c'est pas seulement une guerre, on pourrait dire comme ça par rotomontade interposée. Voilà, la situation contemporaine est bien sûr différente. En revanche, ce qui lie peut-être les deux, c'est ce que Louis disait sur la question d'un amour immodéré de la matérialité, de l'accumulation de la matérialité, qu'on peut traduire peut-être par l'accumulation du capital, qui se traduit en effet par cette prédation dont il parle, évidemment, qui est tout à fait réelle. Bon, je crois que la plupart des gens ici parmi nous s'intéressent beaucoup aux questions écologiques. Je pense peut-être beaucoup des gens qui nous écoutent aussi. Et je crois qu'en la matière, bon, il faut éviter de se payer de mots, il faut regarder les choses, il faut avoir le courage de regarder cette situation où, indépendamment de très bonnes actions depuis un demi-siècle pour l'environnement, le combat contre le réchauffement climatique, la pollution, l'effondrement de la biodiversité, indépendamment, on pourrait dire même des décisions gouvernementales nombreuses et qui vont dans le sens du positif, il y a quand même une accentuation depuis 50 années de la destruction environnementale. Bon, et la règle, au fond, ici qui prévaut, c'est celle de la continuité de cette prédation, le continuum de cette prédation. Et c'est quelque chose qui, moi, ne laisse pas de me surprendre parce que, au fond, je me demande si on est prêt nous-mêmes à changer de monde, à aller vers ce monde d'après. Et je me demande même si on utilise les bons outils. Bien sûr, Louis parle très justement de cet empire des médias, bon, qui est d'une certaine manière un enfer. C'est un enfer contemporain. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui, mais bon, c'est la question de l'élection, c'est la question de la réprobation, c'est la question de l'annulation de la personne. Bien évidemment, c'est la question donc du tribunal médiatique, du tribunal donc populaire élargi, on pourrait dire, donc où les sentences sont souvent distribuées par des imbéciles, des crétins, des non-spécialistes, bien évidemment. Bon, c'est ça, bien sûr, et c'est quelque chose de dramatique qu'on doit endurer. C'est ça, et c'est aussi bon, une sorte de conditionnement
permanent, comme ça, qui continue, et qui, au fond, nous entretient dans cette idée que nous irions vers une sorte de positivité, alors même que dans les faits, la comptabilité macroéconomique donc montre que c'est exactement l'inverse. Donc oui, une période compliquée, une période problématique, notamment pour les amoureux de la liberté. Et la question, et là j'en ai fini, je ne vais pas monopoliser la parole, mais des moyens utilisés. Et justement, je reviens à cette question, est-ce qu'on utilise les bons moyens? Bon, là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais quand, par exemple, on fait une émission comme ce soir, en utilisant les réseaux sociaux, qui sont l'enfer médiatique, hein, pour simplifier. Bon, le bon, le meilleur et le pire, hein, et le mauvais, tout à la fois. Bon. Quand on utilise finalement le pouvoir que nous permettent pour communiquer les GAFAM, comme comme on le fait en ce moment, est-ce qu'on est dans la bonne position, si vous voulez? C'est la question que je me pose. Est-ce que l'unique bonne position n'est pas celle du retrait? Bon, j'en appelle pas un retrait au désert, d'ailleurs, pour lequel personnellement je suis pas prêt. Donc, si j'y suis pas prêt moi-même, je vais pas m'autoriser à demander aux autres de se retirer au désert, hein, de couper la radio, d'éteindre la télévision, de sortir des réseaux sociaux, etc. Mais il n'empêche, je pense que nous sommes très fortement conditionnés par un système où justement on arrive à vivre de ce paradoxe où finalement on est dans une pensée de la liberté tout en vivant dans un état de contrainte totale. Hein, on est totalement attaché à nos smartphones, on est attaché à nos formes de vie, on n'a que la liberté à la bouche, mais on accepte d'être vidéo-surveillé, on accepte la loi de sécurité globale, on accepte une infinité de choses comme le fichage numérique, par exemple, qui Alors, fait Paul, qu'à peut-être n'importe quel on va y instant, revenir au fichage. voilà, on peut savoir où vous êtes, etc. Et ça laisse pas de m'intriguer, même de m'inquiéter déjà pour moi-même et personnellement pour la façon dont moi je vois bien que tout en luttant mentalement, je ne lutte pas concrètement. Voilà ma réflexion, hein, si vous voulez, sur ces questions. Ouais, merci, Excusez-moi si merci. c'était un peu long. Hein. Juste, non, non, pas de souci. Mais tu ouvres des sujets, peut-être on va élaborer un petit peu plus loin sur Oui, la enfin bon, je liberté. crois que ça s'appelle Et l'art dans tout ça. Il faut qu'on revienne à nos artistes aussi. Je ne voudrais pas avoir dérivé. Il faut revenir à nos artistes, hein, bien évidemment. Hein. Et un dernier mot, je pense que c'est moi ce qui me touche aussi, c'est cette idée de mise à mort de la nature à l'intérieur de nous, parce que finalement, ces morceaux de nature là, ils figurent des humains, et c'est la nature en nous qu'on est en train de détruire. Et une fois que la nature en nous est détruite, qu'est-ce qui reste? La mort. Oui, c'est la Et, théorie des refuges. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'essentiel aujourd'hui du combat écologique, qu'il soit mental ou qu'il soit factuel, c'est la création de refuges. On crée des refuges. Et ben, pourquoi? Ben, parce que le monde est tellement détruit partout que finalement, il y a la seule possibilité de maintenir une forme de vie, disons, relativement décente, naturelle, entre guillemets, si ça veut encore dire quelque chose, c'est d'installer cette vie dans un refuge. Mais le problème, je pense, c'est que nous-mêmes, intérieurement, chacun de nous, nous nous créons comme des refuges. Et au fond, nous nous réfugions au fond de nous-mêmes, assaillis de toutes parts par un monde de prédateurs, des prédateurs que nous sommes au fond nous aussi, d'une certaine manière, par nos pratiques, par nos usages, notamment de la civilisation numérique. Donc, il y a une terrible contradiction ici dans tout ça. Et franchement, elle est difficile à vivre. Enfin, moi, je fais partie alors, des gens pour qui c'est l'idée, c'est difficile de à pas vivre. forcément Voilà, être je dans le une dis soirée de humblement. Je le dis déploration. humblement. L'idée, c'est de ne pas être dans une soirée de déploration ni de baisser Non, complètement. bien sûr, bien sûr. Et je vous Mais une propose qu'on soirée de regarde lucidité, ensemble Louis, il faut. quelques La œuvres d'art. lucidité n'a jamais Et tué personne. Hein. je propose qu'on Encore regarde que si ensemble. parfois est-tu l'espoir. Parfois est-tu l'espoir, c'est vrai. Pardon. Je vous propose qu'on regarde ensemble un petit peu. Et Stéphane, si tu veux nous en parler en Ouais. même temps. D'abord, Caroline H. Alors Caroline H, ouais, qui est une jeune artiste avec qui, avec l'association, avec qui on commence tout juste à travailler. En fin de compte, c'est vraiment très chouette parce que Caroline m'a contacté simplement pour l'aider dans le développement de son jardin en permaculture. Et puis, bah, elle avait un travail aussi plastique intéressant. Il y a vraiment des œuvres qui m'ont saisi, qui sont des œuvres comme ça, qui multi-techniques, quoi, qui mixent dessin, même peinture, collage, mais qui forment un vrai travail sur la nature humaine de l'homme, quoi, au sens masculin, quoi. Et vraiment, j'ai vu des œuvres chez elle qui m'ont vraiment frappé. Donc, on est vraiment en train de prendre le temps de voir comment on peut ensemble faire une collaboration. Là, Et là, voilà. justement, on voit des visages détruits, mutilés.
Puis là, on voit la planète Mars quelque part derrière, à la fois le dieu de la guerre, le masculin peut-être. Et puis ici, un visage recomposé avec à la fois voilà, des visages déchirés mais recomposés avec de la nature, mais un côté peut-être un peu bestial et une sauvagerie. Voilà, une sauvagerie, un côté très beau, mais peut-être une profondeur de l'âme qui est bien plus sauvage et bien plus différente que ce qu'on peut voir. Ouais, voilà, ce sont des œuvres qui sont très... De toute façon, nous, au sein de l'association, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir des œuvres qui, plastiquement, ne demandent aucun code intellectuel ou quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, pour moi, un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, n'importe qui peut la voir et puis d'un seul coup être subjugué et puis commencer à voyager et se remettre en question aussi. Et là, les œuvres de Caroline vont vraiment dans ce sens-là. Ouais, merci. Sur ces petits visages, si Malaki, Roxane, Will ou Paul, si vous avez des réactions, hein, n'hésitez pas. Hein, la parole est au centre, la prend qui la veut. Je vous les refais défiler un petit peu, un par un. Donc c'est Caroline H, elle fait un petit jeu de mots dans cette œuvre-là. C'est un de ses coups. Et on voit cette disparition, en fait. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la photo avec la recomposition du visage. C'est à la fois très brut. C'est très, très brut, quoi, quand on voit les œuvres. Il y a beaucoup de gens qui, en philosophie, reparlent du retour du sauvage en nous, justement, du vivant, dans sa part sauvage et indomptée. Tout perdu. Cette part sauvage et indomptée, peut-être ça nous fait glisser doucement vers Bénédicte. Bénédicte qui, à la fois, montre l'abus, montre quelque part, voilà, celui-là, moi, m'a beaucoup frappé parce que non, c'était non, quoi. C'est même pas non, c'est non. C'est non, c'était non. C'est passé, c'est fini. C'est de l'imparfait. C'est-à-dire, c'est définitif, quoi. Il y a eu un outrage. Et donc, c'est Bénédicte Ponté, donc artiste peintre, et qui, en fait, dans sa peinture, se représente très généralement elle-même. Donc, et la démarche est très intéressante parce que c'est une femme vraiment très profonde. Elle a un miroir dans son atelier, donc elle se peint nue et donc, c'est elle qu'elle représente dans sa peinture. Elle a un côté très brut aussi dans sa peinture. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'art brut aussi. Peut-être que Paul peut me rejoindre aussi sur cette remarque-là. Et donc, elle a vécu un cancer aussi, Bénédicte. Elle a eu un cancer des seins. Donc, elle a dû refaire la chirurgie pour la reconstitution de ses seins. Donc, il y a vraiment un féminisme profond au fond d'elle, mais vraiment une lutte pour les femmes, mais aussi pour la santé des femmes, pour tout ce qu'elle a vécu. Et c'est Christophe Gratadou et puis Pascal Geoffroy qui m'avaient parlé de Bénédicte. Et vraiment, c'est quelqu'un de très touchant. Et là, ce sont des grands tableaux qui font 2 mètres de haut. Ce sont vraiment des très belles œuvres. Et moi, qui me parle beaucoup, parce que voilà. Oui, moi je la découvre, je ne la connais pas, donc je découvre, et également l'œuvre précédente, ce que je note, c'est assez intéressant, on voit aujourd'hui ce retour très fort du corps, mais d'un corps véritablement incarné, même un corps qui souffre, hein, comme tu le dis Stéphane, tu parles ici d'un cancer, c'est peut-être d'une mutilation, d'une attaque vraiment sur le corps physique, quelque chose d'extraordinairement violent. Donc ça, c'est une donnée notoire. Je pense que le corps va revenir très fort dans les années qui viennent, très précisément du fait de cette période de pandémie, du fait précisément de cette période, au fond, d'annulation du sujet, hein, dans cette grande culture, on pourrait dire, de la liquéfaction générale de l'identité, hein, qui est la culture globale, hein, d'une certaine façon. Bon, on voit comment de plus en plus de gens, je pense, sont en quelque sorte portés à valoriser la corporéité dans ce qu'elle a de plus fort, de plus intime, avec un retour à la chair. Hein, donc je pense que cette œuvre a quelque chose pour moi de symptomatique. Je ne la jugerai pas sur le plan des contenus qualitatifs parce que je ne la connais pas, je la découvre là très précisément à cet instant, mais je pense que le message qu'elle véhicule est tout à fait signifiant. C'est incontestablement d'abord un message de présence, c'est-à-dire le corps existe, il existe encore, il n'est pas une sorte d'objet devenu abstrait ou
tout simplement figurale ou tout simplement artificialisée, comme le reste du monde l'est de plus en plus, hein, à travers notamment l'image numérique, les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire l'absence de chair, mais au contraire, il est réellement une présence. Puis la deuxième donnée, on voit, c'est la résistance, incontestablement, le corps comme objet de résistance, et en particulier le corps féminin, ici, ce qui est évidemment très en phase avec les combats du féminisme, on va dire, depuis très longtemps, depuis des siècles maintenant, surtout depuis 70 ans, le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, et puis depuis l'affaire post-Weinstein, enfin, d'une certaine façon, l'affaire MeToo. Ouais, il y a cette affaire-là, et puis on voit, moi je vois dans cette image-là à la fois le visage mutilé de l'une, et puis et son pantalon rouge ensanglanté quelque part d'une souffrance, quoi. Et puis cette appartenance à une société matérialiste qui est américanisée, représentée par le jean à chaque fois, et puis ce corps nu qui s'en échappe en fait, qui tend à autre chose, qui monte vers un réempuissantement quelque part par ses poings levés, avec cette idée de à nous d'écrire le monde, quoi. Et ça pour moi c'est un peu la rédemption dans cette résistance du corps, dans cette résistance du vivant à tout ce qui le retient au sol, quoi. Donc voilà moi ce que je... Oui, puis il y a cette revendication très forte à nous d'écrire le monde. C'est très intéressant. Bien sûr, on peut voir ça comme une formule. Bon, toutes ces sentences comme ça de la résistance, en tout cas proclamées. Mais il y a un désir très très puissant qui naît du sentiment d'une dépossession ici. C'est-à-dire au fond, nous n'écrivons plus le monde. Il est écrit pour nous. Il s'écrit à notre place, hein, en large part. Disons que le sujet glorifié par l'individualisme, même républicain dans les démocraties libérales, le sujet, l'individu, qui normalement devrait avoir la puissance d'un moteur de l'histoire, non forcément en étant un individu providentiel, mais en étant lui-même, cet individu-là n'a plus les moyens suffisants d'agir aujourd'hui. Sans tomber dans la paranoïa politique, sans tomber dans l'esprit antisystème, il est incontestable qu'aujourd'hui, il y a une forme d'oppression, ne serait-ce que bureaucratique, qui est de l'ordre de l'étouffoir. Et cela interdit justement d'écrire le monde comme tant de gens voudraient l'écrire. Non forcément d'une façon violente, non forcément pour en faire un champ de bataille, un périmètre de guerre, mais juste pour pouvoir respirer. Hein, I cannot breathe, hein, cette fameuse formule hein, qu'on a entendue beaucoup depuis l'affaire George Floyd. Et en fait, c'est bien souvent, on est pris de court, on est d'une certaine manière dans un état d'écrasement pulmonaire, au fond, devant cette réalité qui justement nous interdit d'écrire le monde que nous voudrions avoir, même à notre petit niveau, le niveau d'une intimité aujourd'hui qui n'est plus du tout garantie en tant que telle. Alors justement, la suite des œuvres qu'on va présenter est autour d'un réempuissantement et qui ne serait pas tout seul. Et on le voit dans cette dernière œuvre, les femmes étaient seules au départ, dans la façon dont on les a présentées, en réaction et voilà, dans quelque part presque une colère. Et puis un retour à une sorte de miroir sur sa propre colère par le miroir de l'art, jusqu'à arriver à dire mais peut-être qu'ensemble on peut faire quelque chose. C'est à nous de le faire, il s'agit d'y aller. Et donc là je vais vous proposer une petite transition musicale avant d'aller vers, si Will veut bien, s'il est prêt, avant d'aller vers justement comment on peut réagir. On va voir, il y a peut-être plusieurs types de réactions, peut-être une ivresse de la révolte et une ouverture vers autre chose. Donc Will, est-ce que tu veux nous jouer une petite chanson ? Alors tu as ton micro, hein, juste faut que tu l'enlèves. T'as pas démuté ton micro. C'est les affres du direct. La chanson s'appelle Réveille-toi. J'aime quand tu fais ta révolution et les droits de l'homme en déclaration. J'aime tes inventeurs, tes artistes, tes chefs-d'œuvre, tes humanistes. J'aime quand tu ne tombes pas dans les pièges, les ténèbres, les sortilèges. Quand tu rayonnes ta force tranquille, centre du cœur, terre d'asile. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. J'aime
quand tu révèles en lumière ta devise universelle, insoumise. J'aime quand tu redresses fier ta fleur de lys, indignée face aux milices. Mais quand tu tournes le dos à ton histoire, que tu ignores ton dessein, tes devoirs, quelle promesse fais-tu à tes enfants, glorieuse dame? Maintenant, réveille-toi, 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 réveille-toi. J'aime quand tu entonnes le jour de gloire, comme une idée, un but, une victoire. Quand tu inclus, pardonnes et tolères, et ton bleu, blanc, rouge contre la misère. Mais quand tu tournes le dos à ton histoire, que tu ignores ton dessein, tes devoirs, quelle promesse fais-tu à tes enfants, glorieuse dame, maintenant? Quand redeviendras-tu précurseur pour qu'enfin s'ouvrent les yeux du cœur? Quand redeviendras-tu exemplaire pour tordre le cou aux larmes d'hier? Réveille-toi, 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 réveille-toi. Si tu tournes le dos à ton histoire, si tu ignores ton dessein, tes devoirs, quelle promesse fais-tu à tes enfants, glorieuse dame, maintenant? Car si tu laisses la peur s'infiltrer et que l'injustice dépasse l'équité, si tu redonnes écho aux erreurs d'antan, quelle promesse fais-tu à tes enfants? Réveille-toi. Réveillons-nous tous ensemble. Merci, merci, merci Will. Merci. Un grand plaisir d'avoir de la musique comme ça en live quelque part. On aimerait être tous ensemble et c'est notre façon de résister en fait. Paul l'a souligné, l'incohérence de ça, d'être dans les réseaux numériques en même temps et puis en même temps de tenir en fait dans cette incohérence, de tenir dans ces interdictions et puis d'essayer d'écrire ensemble, de se réveiller et d'écrire ensemble le monde à venir. Et on va regarder un petit peu Flavien ensemble, parce que Flavien, il dit « Ok, ça y est, tu t'es réveillé, tu t'es mis à plusieurs, mais tu vas te heurter à quelque chose, quoi. Et tu vas te heurter à quelque chose qui risque peut-être de te briser. Et il va s'agir d'être intelligent, d'être fort, d'être malin. » Voilà, donc c'est Flavien Maurras, les œuvres de Flavien Maurras. Donc c'est mon précieux collaborateur au sein d'Artivisme et puis de Ethique TV. C'est lui qui fait tous les montages vidéo de toutes nos vidéos Ethique TV. Et là, donc en fin de compte, il a couvert les manifestations des Gilets jaunes en tant que photographe indépendant. Et donc, c'était la première fois qu'il fournissait un travail plastique depuis ses photos. Et moi, je l'ai accompagné. C'est aussi un artiste de l'association. Et donc, il m'a vraiment stupéfait par ses choix, par sa qualité. Donc, ses photographies, durant les manifestations, déjà, il a récupéré des pavés. Et ensuite, il a fait un travail de transfert sur ces pavés, de ces photos qu'il avait imprimées en noir et blanc.
Et donc, voilà, ce sont des objets. On avait fait une très belle expo à ce sujet-là. Et c'était Paul, donc Paul qui est là parmi nous, Pardel, qui avait fait une conférence au début du vernissage sur la représentation des manifestations dans l'art. Une très belle conférence que vous pouvez retrouver sur Artivisme. Et donc voilà, Flavien Maurras a transféré comme ça les images qu'il a vues sur des pavés, mais aussi dans des cocktails Molotov. Il a vraiment recomposé des cocktails Molotov en reprenant vraiment l'alcool, mais en intégrant ses photos dedans. Et donc aussi des pièces, des photos aussi dans des encadrements, mais brisées vraiment à des endroits très précis. Donc là, c'était vraiment des très très belles pièces, et ça s'appelait, l'exposition s'appelait Jouer avec le feu. Et donc voilà, c'est un travail sur les manifestations, je trouve très intéressant aussi. Oui, je me permets de prendre le relais, Stéphane, si tu Bien veux sûr. bien. Bien sûr. Non, juste voilà, parce que c'est un artiste dont le travail, donc, que tu m'as fait connaître d'ailleurs, m'avait intéressé parce que, en fait, il est aujourd'hui un des rares artistes à représenter les manifestations. Il y a très peu d'artistes, en fait, qui travaillent sur la manifestation. Et par son truchement, justement, et suite à ton invitation, j'avais été amené à faire justement une conférence sur l'iconographie, la représentation des manifestations depuis qu'elles existent. Hein, voilà, les premières représentations datées, c'est-à-dire peinture, hein, gravure, etc. Donc datent essentiellement à partir du 19e siècle, hein, bien sûr. Et son travail m'avait d'autant plus frappé qu'il essayait de réaliser quelque chose d'assez presque impossible a priori, c'est-à-dire rendre compte d'une violence dans l'instant, puisque une manifestation, c'est toujours quelque chose de très contextuel. Si on essaie de la représenter, au fond, elle s'affadit, elle devient quelque chose de très pauvre, bon, peut-être à l'exception de la liberté guidant le peuple de Delacroix, hein, qui est une sorte d'icône quasiment indépassable de ce qu'était une manifestation, là, les manifestations des Trois Glorieuses en juillet 1830, sachant que d'ailleurs Delacroix n'y avait pas assisté lui-même, hein, donc c'est plutôt intéressant. Donc, il essaie de combiner ça, la contextualité de la manifestation et l'esthétisation, c'est-à-dire en faire un objet esthétique. Et c'est ça qui m'avait beaucoup frappé, parce qu'au résultat, comme nos amis qui nous écoutent ce soir peuvent s'en rendre compte, ce sont des réalisations extrêmement surprenantes. Hein, bon, des cocktails Molotov, comme tu le dis, avec de l'essence en effet à l'intérieur, mais des images, on le voit dessus, donc comme voilà, comme sur cette bouteille, des pavés avec des reports photographiques, des portraits, par exemple, des situations. C'est quelque chose de tout à fait unique. Alors évidemment, on va pas dire que c'est important ou pas important, ça n'a aucune espèce d'importance justement, mais ce qui pour moi est notoire, c'est cette tentative, c'est-à-dire comment faire rentrer la manifestation, le vivant de la manifestation, l'intensité, dans une forme au fond qui est une forme sage, qui est la forme de l'œuvre d'art ici, comme on peut le voir, c'est-à-dire comment conserver le sentiment, l'essence de la violence dans quelque chose qui, par définition, est un objet, donc n'exprime pas de violence, et presque, on pourrait dire, inorganique, c'est-à-dire des faits de toute vie, de toute vie donc biologique, hein, comme évidemment l'est la vie qui nous entraîne justement dans la contestation du fait que nous désirons, du fait que nous contestons. Donc c'est une œuvre étonnante, en tout cas, je pourrais Moi, je dire, suis quoi qu'on en effectivement pense par étonné. ailleurs. Et puis, l'objet lui-même me rappelle finalement l'outil, quelque part. L'outil de contestation lui-même, quoi. Bah, le pavé, quoi, qu'on on Bah, veut le pavé, balancer oui, bien sûr, oui, oui, dans oui. la tête du pouvoir. Et quelque part, ça renvoie à l'outil primordial, le biface, quoi, la pierre taillée, en fait. Quelque chose de très profond en l'humain pour essayer de modifier le monde et de modifier ce qu'il a autour de lui. Et il y a certaines pièces comme celle-ci où voilà, on se dit, ben, il y a une forme, une intentionnalité, et puis d'autres qui sont beaucoup plus polies, en fait, où il y a pas de prise. C'est celle-ci, là, où on se dit, là, il n'y a pas de prise, quoi. C'est l'humain tout seul face à on sent la horde derrière des CRS ou quelque chose. Enfin, on peut imaginer plutôt toute la nébuleuse et ce monde complètement de bitume et de plastique dans lequel ils sont. Ouais, comment en sortir, quoi. Et je me disais avec le cocktail Molotov que ça me rappelait une bouteille de vin, en fait. Et peut-être l'ivresse aussi du combat, l'ivresse de la contestation, qui peut nous emmener beaucoup plus loin parfois que tout ce qu'on voudrait aller, emporté par le déferlement de violence, quoi.
Oui, à ce Voilà. propos, juste, je ne veux pas prendre la parole longtemps, mais juste dire que quand cette présentation, exposition a été faite par Stéphane Chatry Artivisme à Paris, on était quasiment à la fin du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire 1 an et demi après le début de ce mouvement. Et il y avait quelque chose de très frappant qui nous avait amené à nous interroger, c'est pourquoi le monde des artistes n'était pas présent en fait dans ce mouvement des Gilets jaunes, à propos duquel on peut penser tout ce qu'on veut, hein, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'adhérer ou d'être pour ou contre ici. La question n'est pas là. Mais ce qui était notoire, c'est qu'il y avait vraiment l'incarnation ici d'une contestation réelle et vraiment très incarnée. Et très souvent, cette contestation, on la trouve dans un très grand nombre d'œuvres d'art. Et on aurait pu penser que le champ de l'art, notamment de l'art contemporain, aurait embrayé sur ce mouvement de contestation, de colère en quelque sorte, hein. Donc voilà. Et ça n'a pas été le cas. À part quelques artistes comme les NAO, par exemple, avec qui moi j'ai pu faire quelque chose, ou même une performance de Déborah de Robertis, hein, Lydie Jean-Di-Panel aussi, à part quelques artistes, très peu d'artistes, ou alors je les connais pas suffisamment, Eric Samac aussi, hein, donc Victoria Klotz, hein, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, ont adhéré ou ont embrayé sur ce mouvement. Et c'est Mais quelque pire chose depuis qui, un an. mais c'est quelque Pire chose depuis qui un doit an. nous interroger, c'est comment, en fait, cette fameuse convergence des luttes dont rêvent tous les révolutionnaires, hein, au moins donc dans la mentalité, pourquoi ne se fait-elle pas dans ce champ? C'est-à-dire, pourquoi n'arrive-t-elle pas à unir au fond le champ du factuel, la manifestation vraiment faite par des travailleurs qui souffrent énormément dans cette société très dure qui est la nôtre, et de l'autre côté le champ du symbolique, c'est-à-dire des artistes qui par ailleurs souffrent aussi très dur dans cette société, parce que la plupart d'entre eux ne vendent pas, n'arrivent pas à exposer ou sont méprisés par les institutions, le système marchand, les galeries, etc. C'est une question qu'on avait été amené à poser avec notamment les NAO, les Nao Artists Outsiders, et c'est une question qui mérite d'être posée toujours, hein. Pourquoi, au fond, il y a tant de révoltes dans l'expression artistique, et pourquoi, au fond, il y a peu de révoltes qui se traduit dans les faits par une action concrète venue du champ de l'art lui-même. Voilà. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça cesse de circuler? Qu'est-ce qui se produit? Où est l'arrêtoire, d'une certaine façon? Voilà. C'est des questions qu'il faut poser. Vous voyez, on a le pavé, mais il est en suspension. On a envie de dire, voilà, on l'a, mais il ne part pas. Il ne brise aucune vitrine, au fond. Voilà. De Beaubourg, de galeries d'art, de grandes galeries d'art. Je ne parle pas des petites galeries d'art qui souffrent énormément aussi, hein, bien évidemment. La période est difficile pour les artistes aujourd'hui et elle est aussi difficile pour ceux qui les représentent, donc dignement. Ouais, on voit aussi là tous ces gens masqués, suréquipés, caparaçonnés, et puis en face, voilà, le skin du punk qui est à nu, quoi, qui est à vif, Oui, qui a et puis rien, quoi. Qui a rien. c'est une image qui allait être bientôt frappante parce que sans vouloir entrer dans la polémique, ni faire de la politique politicienne, ici c'est pas le cas, mais on voyait comment il y avait ce suréquipement des armées de Castaner, le ministre de l'Intérieur, ce suréquipement, on pourrait dire matériel d'un côté, et comment on allait assister au dénuement des soignants quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, dans le cadre de la crise du coronavirus. Bon, des gens n'ayant rien, des soignants, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants n'ayant même pas de masque, par exemple, à se mettre sur le visage, hein. Il y avait cet écart extraordinaire et l'expression ici de quelque chose qui avait été une priorité donnée par le pouvoir, enfin bon, macronien et avant lui, le pouvoir de Hollande, de Sarkozy, etc., de Chirac bien avant, hein, donc en quelque sorte à l'instance policière, qui est nécessaire d'ailleurs. La parole. Ouais, excuse-moi, Paul. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, par rapport à Flavien Moraz, donc l'artiste de ces sculptures-là, qui, lui, justement, par rapport à cette interdiction de port de casque durant les manifestations, eh bien, il a justement, ça devait être 1 semaine ou 2 semaines avant le vernissage, rappelle-toi, de cette exposition. Il a été filmé. C'était sur le bord des Champs-Élysées, en fin de compte. Il s'est retrouvé face au CRS et les CRS lui ont demandé de quitter son casque parce qu'il portait un casque avec marqué dessus photographe indépendant. Et donc, ils lui ont demandé de quitter ce casque. Il ne comprenait absolument pas. Il dit, écoutez, moi, je suis photographe. C'est la seule protection que j'ai. Et donc, du coup, il a vraiment pris. C'est quelqu'un d'intellectuellement très brillant, Flavien, et qui vraiment a
pris au mot les forces de l'ordre, et donc, eh bien, il s'est dévêtu. Il a dit, écoutez, puisque vous m'enlevez le casque, vous me mettez à nu. Il s'est mis à nu, et donc, les forces de l'ordre ont dit, bah, écoutez, c'est absurde, etc. Il fait, comment ça? Non, non, je suis désolé, je joue avec ma vie. Non, si j'enlève, je ne peux plus faire les photos sur les manifestations, et j'ai absolument besoin de ce casque. Et donc, c'est là où il y a eu cette fameuse phrase où le CRS lui a dit, écoutez, si vous voulez rester en vie, restez chez vous. Et sauf qu'il y avait un réalisateur qui filmait et qui ensuite, c'était Raymond Marshall, pardon si j'écorche le nom de Raymond, qui le filmait, et après qui est allé voir, il fait, écoutez, j'ai filmé la scène, est-ce que vous la conservez, est-ce que je peux la diffuser? Il dit, bah ouais, si vous voulez, quoi. Et donc, c'est une vidéo qui a été vue par des millions de personnes, et c'était juste avant vernissage, donc finalement, cette hyper protection dont parlait Louis prenait sens aussi. Voilà, je vous rends la parole. Malaki ou Roxane ou Will, vous voulez réagir peut-être? Je vais. Tu peux parler un poil plus fort, Roxane? Ouais. Là, vous m'entendez? Oui. Ouais, ben, ouais, moi, j'avais une petite question pour ceux qui sont très bons en histoire. Moi, j'ai toujours eu cette idée que les manifestations, elles avaient eu lieu un temps donné, que finalement, elles avaient donné quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu du changement derrière. Je pense notamment à mai 68, puisqu'on en parle souvent. Et j'ai eu l'impression, moi, depuis quelques temps, parce que, comme je le disais, j'habitais à Paris, et à Paris, je n'ai cessé de voir des manifestations pendant 3 ans, qui étaient des vraies manifestations difficiles à regarder. C'est-à-dire que moi, j'étais dehors et j'ai vu des gens se faire flashballer. Et voilà, et je me disais, ça va jamais s'arrêter. Et pendant 2 ans, tous les week-ends, on a vu des gilets jaunes se battre. Ensuite, on a vu d'autres manifestations, on a vu des soignants se prendre aussi des déferlements de violence. Les pompiers. Des pompiers, de tout. Et, les avocats. Ouais, c'était assez dingue. Moi, j'ai vu des gens se battre. C'est vraiment très, très violent. Alors, moi, personnellement, j'en ai déjà parlé avec lui. J'ai pas vraiment de problème avec certaines revendications qui pourraient être un peu violentes. Mais là, j'ai eu l'impression qu'en fait, ça donnait rien. Je me disais, on continue, et en fait, c'est bloqué, c'est complètement bloqué. Et depuis la crise Covid, j'ai l'impression que c'est encore pire. C'est-à-dire que ah bah oui, les gens vont plus manifester. Par exemple, on sort, on fait que de manifester, on fait que ça. Alors heureusement, ça nous permet de faire du lien. Heureusement, ça nous permet de crier nos revendications, parfois notre désespoir, parfois la violence qui peut s'accumuler aussi dans certaines mamans qui voient leurs enfants souffrir, etc. Mais je me dis, est-ce qu'il y a eu un moment de l'histoire qui a été où les manifestations, elles ont duré autant de temps? Paul? Dans la durée, c'est difficile à dire. C'est vrai que c'était une période de manifestation en France extrêmement longue, hein. C'est certain, la période macronienne, la fin de la Hollandie même, hein, ça a été très long. Non, je pense pas, parce que il faut dire une chose, c'est que malgré les apparences, la société contemporaine, enfin parlons de la France, mais c'est valable aussi pour un grand nombre de démocraties libérales, la société policière est beaucoup moins violente aujourd'hui qu'elle l'était dans les temps passés. Il y a très peu de victimes, enfin il y en a, hélas, aujourd'hui, c'est très grave, hein, les gens qui ont été éborgnés, qui ont perdu des mains, enfin, tout ça, c'est absolument scandaleux. Bon, c'est une honte absolue, bien évidemment. Mais il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de manifestation sans qu'à un moment donné, ça dégénère, sans que la troupe, souvent la troupe, même pas la police, l'armée, bien souvent, tire, donc il y ait des morts, etc. Donc, on pourrait dire que les accès de fureur, pour autant que je le sache, les accès de fureur étaient beaucoup plus intenses, brutaux, violents, ça allait en général jusqu'à la barricade, mais une fois que l'affaire était réglée, bien souvent, il y avait une sorte de calme comme ça qui retombait. Hein, les grands moments de manifestation, en France, sont bien sûr 1848. La Commune de Paris, plusieurs manifestations violentes, hein, puisqu'on parle du
du 150e anniversaire de cet événement, mais qui très vite vont aboutir à des résultats parce que la violence était toujours de la partie, une violence qui était absolument partagée des deux côtés. Bon, il faut savoir que beaucoup de manifestants étaient armés, bien évidemment, comme l'était la police, hein, ou s'ils n'étaient pas armés avec des armes à feu, ils avaient généralement, ils avaient des pics, ils avaient des hachoirs, ils avaient des couteaux, enfin bon, des gourdins. Donc, la violence était infiniment supérieure. Donc, on pourrait peut-être, si on pense ça en termes d'explosion sociale, on pourrait peut-être, entrevoir l'idée qu'il y avait une sorte de déferlement beaucoup plus fort, plus intense, et puis cela retombait plus rapidement. Mais ça peut se j'ai envie de discuter. vous proposer de regarder une œuvre de Malaki. Ouais. Mais c'est vrai ce que dit Roxane, c'est quand même incroyable ce que vous dites. C'est une telle répétitivité de la manifestation sur une aussi longue période est quelque chose d'assez rare. Et d'autant plus étonnante que, on va dire, pendant plusieurs mois, quand même, pendant les 3 premiers mois du mouvement des Gilets jaunes, il y avait beaucoup de monde. Voilà. Bon, après, ça a diminué hein, de plus en plus pour des raisons évidemment multiples et variées, mais c'était un mouvement très soutenu. Ça en dit long sur la colère, en quelque sorte, une sorte de colère populaire. Revenons à l'art. Non, mais bon, moi je prends pas parti pour les uns ou les autres. Je dis juste, ça en dit long sur la colère, voilà, sur les mécomptes, sur le sentiment de dépossession du politique et du social vécu par un très grand nombre de gens dans ce pays. Voilà, je pense que qu'on soit contre ou pour ce mouvement, ou pour et contre, etc., ça c'est une donnée qu'on ne peut pas contester. Et d'ailleurs, le mouvement Gilets jaunes, pour les historiens, reste quelque chose d'extrêmement important. Très très important. Ça, même si au fond il n'a affecté peut-être que, on va dire directement 2 ou 3% de la population française, il reste quelque chose d'extrêmement important. Bon, revenons à l'art. Oui. Merci Stéphane. Mais l'art n'est jamais coupé de la vie politique. Hein, je propose d'interrompre là ce dialogue-là, de revenir effectivement. Je propose de voir une œuvre de Malaki. Je vais essayer de la mettre. Si ça marche pas bien, parce que chez moi ça rame un petit peu. Je vais essayer de la joindre ici. On va voir si ça marche bien. Je vais commencer par la mettre en plein écran, mais voilà, ça va peut-être marcher là. Tac. Et tu coupes le son peut-être Ah non, tu laisses le son, ok. La connexion n'est pas très bonne. Et bien voilà, c'est le début de Artivisme 4 à la condition publique. C'est la coopération entre Artivisme et la condition publique et son labo 148 Média Jeunes. Les jeunes vont pouvoir travailler aussi en masterclass avec ce petit Malaki Farrell qui nous présente Obsession. Obsession. Ici parle de la question des humains et de leur histoire et de leur malheur. Donc petit à petit, on se retrouvera des machines avec cette famille syrienne qui, elle, est un peu on va dire, le cul-de-sac de la question de l'obsession. Là, c'est peut-être l'obsession, la peur de l'étranger. J'ai repris la figure et l'image, en gros, de toute une famille, car on les voit comme des monstres. Et je fais un parallèle avec les courses et les magasins. Comme quoi, peut-être les malheurs sont devenus autant de sociétés de consommation que d'aller consommer. Parce que c'est sur le même trajet que ces choses se passent.
On les adore, mais on les déteste. La personne qui parle, tu sens tout de suite si la personne elle est un peu rayée, elle travaille trop. Dans les voix, pour moi, il y a une force. L'idée, c'est qu'on entend une conversation intime. C'est un mec avec son amoureuse au téléphone, en plusieurs langues qui se superposent et que ça amène à une discussion. On finit quand tu entends quelqu'un qui est mort, que tu réentends sa voix, c'est toute la présence qui est. Et sa vie aussi. Les gens, des fois, dans leurs mots, tu sens la lourdeur. En fait, Chris, vous voyez dans un pays riche ici, monsieur, les premiers chômeurs. On peut Ce soir, on a la chance de recevoir beaucoup d'invités. J'ai quitté mon pays, la Guinée, en février 2017 et ça n'a pas du tout été facile. On a réussi le bateau de sauvetage. Donc là, on était en manque total ici de carburant. Il y avait un côté aussi du Zodiac qui était percé. Et c'était un convoi de 58 personnes. C'était vraiment quelque chose d'épouvantable. Nous, humains, on est comme ici des oiseaux. Les oiseaux migrateurs. On doit avoir ici cette liberté de se déplacer où on peut, comme on veut. Mais catégoriser ici les gens en ce qui concerne ici les espaces, c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais il faudrait être ici dans notre situation pour le comprendre. Si tu n'es pas dans notre situation, ce n'est pas facile de le comprendre. À chaque instant où je pense à toi, je suis moralement bouleversé. Le motif de mon départ, c'est les violences qu'on subissait. Les traces resteront à vie sur mon corps. Et il faudrait que le monde change. Tant que le monde fonctionne comme ça, les inégalités vont toujours rester. Tous ces outils de surveillance, nous les avons produits. Dans les États, on s'amuse avec les drones. Dans le réel, les drones servent à surveiller, à fliquer, à tuer. Et sur la question de la surveillance de l'immigration, en Europe, depuis le début de l'année 2000 jusqu'à la fin 2015, c'était déjà 13 milliards d'euros investis dans les dispositifs de surveillance pour empêcher d'entrer sur le territoire européen un certain nombre de personnes. Ce qui est très difficile avec tout ça, c'est qu'en tant qu'artiste, déjà, au départ, et moi, j'aime beaucoup qu'en fait, la notion d'urgence, elle existe dans les œuvres. Et pour moi, ça devient vraiment porteur de situation. Alors, excusez-moi, ça rame beaucoup chez moi, mais merci Malaki. On va revenir tous ensemble. On était autour de l'obsession de la surveillance numérique, des migrations, de plein de choses comme ça. Voilà, Malaki, tu veux nous en parler un petit peu ? Je vais parler du projet que Stéphane m'avait invité à faire à la condition publique. Il y a un écho, non ? Oui. C'est un écho ? Oui. Ah, c'est bon, pardon, excuse-moi. Là, ça va ? Ouais. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'était que, surtout, moi qui parle, par exemple, de sujets qui va les représenter ou va s'en inspirer, j'avais des vrais, on va dire pas des vrais, des gens qui ont témoigné de leur expérience réelle. Et ça, c'était vraiment une chance Des migrants, pour moi de confronter ces choses-là. On était sur une possibilité d'avoir une discussion ouverte avec le public et avec une dizaine de personnes qui ont vécu ces conditions atroces et qui pouvaient témoigner et en discuter avec nous d'une parole ouverte. Et comme moi, je raconte un tout petit peu d'une manière banale que quand on va faire nos courses, par exemple, on peut trouver une famille syrienne. Je fais un peu ce lapsus comme quoi c'est dans le parcours de tous les jours qu'on peut être confronté à ces situations ou pas. Mais c'est une forme de banalité pour pouvoir la remettre en situation comme quoi ça fait partie de notre vie. Et ces situations-là commencent là ou terminent là. Mais c'est là où tout d'un coup, on voit ces réalités et on s'y confronte. Voilà, donc c'était une exposition dans à la le condition. public, il y a des gens dans le public, il y a des gens qui nous disent que finalement, on est dans des fauteuils et on parle des gilets jaunes et de la révolte et de la souffrance en étant détaché, en fait, en n'en faisant pas partie, en étant dans notre vie de nantis pour certains. Et donc, il y a ces réactions-là aussi qui sont compréhensibles. Je n'ai pas forcément envie d'aller trop sur ce terrain-là ce soir. C'est vrai qu'on est dans l'art engagé, hein,
Mais l'idée, c'est d'offrir aussi une ouverture, une lumière. Et j'ai envie plutôt de vous emmener peut-être vers le travail de Magdalena, où il y a à la fois le désastre et à la fois une ouverture sur autre chose, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et Stéphane, peut-être tu peux nous en parler. En même temps, je vais faire défiler ses œuvres. Voilà, donc c'est Magdalena Lamry, donc une artiste avec qui on travaille aussi au sein de l'association. Donc on a fait également avec Magdalena une exposition comme pour Malaki à la Condition publique de Roubaix, qui est un centre culturel avec qui on avait fait aussi une action avec le laboratoire 148. Et donc Magdalena est une artiste peintre, dessinatrice, et là en ce moment elle est vraiment depuis plus d'un an dans tout un travail au fusain. Et voilà, donc là on voit une œuvre. Donc oui, c'était intéressant tout à l'heure ce que tu disais par rapport à ton ressenti, Louis, par rapport à la première pièce que tu montrais précédemment, avant celle-ci. Cet envers du décor, qu'est-ce que tu avais commencé à décrire? Ouais, finalement, moi ce que je vois, et on va le voir un peu dans toutes ces œuvres qu'on va présenter, c'est à la fois un désastre et s'asseoir dans le désastre. Et ça, finalement, Job dans la Bible s'assoit sur son tas de fumier, quoi. Christiane Singer, dans Du bon usage des crises, elle s'assoit au milieu de la crise, au milieu du désastre. Elle laisse couler les boues, quoi. Et elle accepte d'y être, quoi, pleinement et entièrement. Parce que c'est le prélude à l'ouverture, à la déchirure du rideau, ce qu'on appelle en grec aletheia, le dévoilement, ou bien l'apocalypse, quoi, la révélation. Pour moi, il y a la un côté vérité même en grec. Hein. Ouais, il y a un côté alathéique déjà, qui est d'essayer de dire mais quelque chose existe derrière ce décor qui est en effondrement, une aspiration à quelque chose de plus grand. Et finalement, la nature revient faire son nid et faire sa place aussi. C'est ça qu'on voit chez Magdalena. Là, dans le fond de ce désastre-là qu'on voit à cet endroit-là. Ce théâtre. Ce théâtre où il n'y a plus rien, où il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus de représentation. Et finalement, derrière le rideau, il n'y en a plus d'ailleurs, il est déchiré. Hein. Il y a l'aspiration à l'infini, quoi, à l'infiniment grand. Quoi. Alors, on peut aussi voir le promeneur solitaire, mais bon. Là, c'est pareil dans ce bord de faille où on sent que c'est au bord du précipice, quoi, hein, au bord il n'y a plus rien, où toutes les maisons sont toutes les mêmes en carton-pâte, des décors. C'est un décor, hein. C'est un décor de cinéma. Exactement, des décors sans vie. Il y a quand même l'envolée des oiseaux dans la tempête et qui vont vers autre chose. Donc quelque part, ça revient un peu d'espoir là. En tout cas, c'est ce que j'y vois moi. Alors, on voit quand même le désastre jusqu'au bout là, dans celle-ci qui est presque un peu absurde. On voit ce type qui continue à passer sa tondeuse à gazon comme si de rien n'était, à vouloir contrôler la nature, son green soit bien parfait, etc. Donc la maison brûle. Et puis la nature qui demande drapeau blanc, quoi, qui dit allez, on arrête, quoi. Et donc je vois un petit peu tout ça. Je vous laisse commenter si vous avez envie, hein, ou Stéphane si tu veux rebondir. Non, tu le fais très bien, Louis. Je vais bien continuer parce que là, finalement, la blancheur, le sommet de l'iceberg, il y a plein de choses dans cette œuvre-là. Hein. C'est le sommet de l'iceberg, quoi. Et on voit l'humain qui est allé jusque-là, quoi. Il est allé y faire sa vie alors que c'était pas chez lui, que c'est invivable. C'est invivable et c'est la blancheur immaculée, c'est l'ingénuité, quoi, normalement. Et l'humain, il est venu se salir, quoi. Et on aperçoit presque une sorte de petit toit d'usine ou quelque chose au-dessus de la cheminée, quoi. Et à le faire fumer, hein, ce truc-là. Et puis l'accumulation des nuages noirâtres au-dessus, alors qu'on devrait être dans le ciel tout bleu de l'Antarctique inviolé. Non, l'humain, il a encore réussi à violer ça, quoi. Et donc, c'est à la fois assez sombre et c'est ce grand écart entre le désastre et la rédemption. Là encore, on voit un humain qui est en train d'essayer de respirer dans un masque à gaz, quoi. Ça me fait penser à aujourd'hui, sur ces usines de carton-pâte dans lesquelles il fait semblant de peindre de la nature et de la beauté. Et puis, voilà, même le plus noir nuage a sa frange d'or là-bas, quoi, le petit coin de ciel bleu qui arrive. Et finalement, on le retrouve dans quelques œuvres. Elle est aussi plasticienne, hein, je crois, Stéphane.
Plasticienne, ouais, elle fait des installations à la condition publique. Elle avait fait une grande installation et elle avait fait avec des chaises comme ça. Là, ce tableau qu'on voit là, elle avait fait un diptyque. Ça s'appelait le dialogue. C'était 2 chaises réelles, les mêmes que celle-ci, face à face, une brûlée à 80% et l'autre végétalisée, dont la nature était en train de la coloniser. Donc, c'était un dialogue entre la destruction et la reconstruction. C'est ça, hein, elle avait installé une sorte de terre, de terreau à l'intérieur Voilà. du coussin du fauteuil, après Elle l'avoir avait brûlé, déchiré. pour Voilà. y faire pousser quelque chose, quoi. Et finalement, ça rejoint cette idée que c'est dans la fange et dans la destruction que va se faire une recréation, quoi. On est un peu dans les idées hindouistes de Shiva et Shakti, de l'entropie et de la négantropie, du yin et du yang, quoi. Il faut de la destruction pour de la reconstruction. Et puis, chez Magdalena, il y a une aspiration à l'enfance, en fait, à l'innocence et à la nature. Et elle fait des expositions où les enfants peuvent continuer ces œuvres d'art, je crois, hein, Stéphane, c'est ça? Mais là, simplement, là, on voit la petite fille, on ne voit pas en détail, mais elle a un marteau d'avocat, quoi, de juge, en fin de compte. Et donc, elle parle finalement de ces enfants, après, qui pourront nous juger, nous. C'est ce qui se passe un petit peu, où les enfants issus Exactement, elle le dit comme ça dans un entretien. Elle dit les enfants seront les juges de paix, hein, de ce qu'on a. Exactement. Voilà. Ouais. Et ça me rappelle la phrase finalement de Maïmonide, qui est un penseur juif pédagogue, qui a donné son nom à de nombreuses écoles juives, qui dit mais on ne devrait pas pouvoir prétendre à une charge publique si on n'a pas été père. Alors c'est une société patriarcale, hein, à l'ancienne, mais si, en gros ça veut dire si on n'a pas rincé son ego au feu des enfants, quoi. Si on n'a pas si on ne s'est pas projeté dans une pérennité. Et les enfants, ils sont là pour ça, hein, pour nous challenger et nous mettre au défi de faire un monde meilleur. Et donc, j'avais envie de convier Barweko, là, puis après, on pourra discuter un petit peu plus avant de tout ça, qui voulait chanter quelque chose avec sa fille. Donc, je crois que c'est le moment, en fait. Justement. Alors, tu n'étais pas tout à fait cadré. Bonsoir. Lorena ? Ouais, super. Voilà, je vous présente Lorena. Effectivement, Lorena est ma fille. Enchanté. Attendez, je vous mets en grand avant que vous y alliez. Hein. Bougez pas. Ça rame un peu chez moi, mais je vais y arriver. T'es prête ? Voilà. Je suis prête. Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais. Ça peut faire des émules, qui sait. Des milliards de cellules reliées, maintenant comme jamais, pour que plus rien ne brûle après. Unifier les âmes qui errent, c'est maintenant ou jamais. Pour apprendre des drames d'hier. Enfin lâcher les rames, galères, de maintenant à jamais, trouver le sésame pour demain, j'espère. C'est fou comme on partage la même planète. Et le temps qu'il faut pour que ça rentre dans nos têtes. Simplement Des atomes qui se donnent la main, maintenant plus que jamais, pour chasser les fantômes anciens. et ralentir un peu le tempo, bien plus vite que jamais, le trouver luxueux, ce repos. Ressaisir ces choses essentielles, comme avant, je promets de recolorer de rose le ciel. Sortir enfin de l'étau qui se resserre. Pouvoir aussi pousser et se mettre au vert naturellement. Pa, pa,
est tous la même lumière. C'est sûr que plus on donne, moins on se perd. Évident et fort aussi, comme j'aime tous nos mystères. Secrètement, Secrètement, se retrouver genoux à terre, maintenant comme jamais, pour écouter le nous se taire. se blottir contre un corps qu'on aime. Au printemps, à jamais, en demander encore. Applaudissements spontanés, chaleureux pour Lorena. Merci. Bravo, super, Merci. trop beau. C'est tellement génial de chanter comme ça en famille avec sa Ah fille. oui, c'est Je magnifique. suis tellement fier. Bravo. Super. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. C'est une vraie gageure, je pense, pour les téléspectateurs d'essayer de faire une mini expo d'art contemporaine en 1h30 par voie numérique. Et c'est à la fois un plaisir parce que voilà, ça permet de découvrir plein de choses et plein de talents. J'espère que les gens peut-être sont sensibles à la tentative de progressivité depuis un constat très noir en fait de notre monde, de ce qui se passe, de la façon dont il anéantit la nature en nous, dont il anéantit tout le vivant en nous, et puis cette tension, cette protension vers la révolte, à la fois d'abord solitaire et en colère, puis collective et en colère, puis ensemble et avec l'enfance comme juge de paix, à essayer d'ouvrir des possibles, à crever le rideau, à passer à travers le miroir. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en fait, tous ensemble. Donc, soyez dans la bienveillance pour nous, pour cette émission. Nous, on va essayer de l'être. On va réaliser comme on peut, avec essayer de mettre nos mots à nous, parfois maladroitement, parfois comme on pouvait, quoi. Et en essayant de jouer dans toutes les dimensions possibles, celle du sensible, celle de la plastique, celle de l'intelligence, celle du rapport aux racines, à l'histoire, celle de la projection dans demain, celle de la musique et de la beauté. Donc, en essayant d'avoir tous les âges de la vie réunis ensemble. Et voilà, donc je voudrais passer un petit peu la parole à Roxane, peut-être, pour si elle voulait nous parler un petit peu des enfants et de ce qu'elle fait aujourd'hui, en essayant d'être constructif et pas forcément d'être dans balancer des pavés, mais essayer de faire des choses intéressantes. Roxane, tu veux en parler un petit peu, et puis on va se donner peut-être 10 minutes pour faire ça, et puis après on va conclure doucement. 5-10 minutes, préparer une phrase inoubliable chacun à donner au public. Roxane, à toi la parole. Si, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Ok. Bon, bah nous, on a commencé à se battre vraiment. Chez Enfance et Liberté avec plusieurs parents qui ont partout en France commencé à former des groupes. Et tous ces petits groupes se sont finalement rencontrés. Ça a été plein de collectifs. Je me souviens d'un jour où j'ai fait venir sur un groupe Messenger 40 ou 50 collectifs différents dans la France. Et on s'est tous réunis sous le nom d'Enfance et Liberté, qui aujourd'hui va devenir une association. Et on est beaucoup. On est environ 80 000 membres actifs. Et en fait, on essaye de défendre nos enfants de toutes ces mesures délétères qui leur font mal et à leur santé mentale et à leur santé physique. Et le combat, il est hyper difficile parce que, comme vous le savez, on ne nous entend pas. Donc on y va par tous les moyens et on y va, on passe à gauche, on passe à droite, on va du côté qu'on essaye de voir des maires, des élus, des députés, des préfets. On fait des manifs
on essaye de médiatiser aussi nos manifs, histoire de se faire entendre. On va voir des professeurs. On a même créé chez Enfance et Liberté une section pour les professeurs, pour qu'ils puissent, parce qu'il y a des professeurs aussi qui finalement nous rejoignent dans notre combat, dans notre lutte. On a créé une cellule de soutien pour des parents démunis. Voilà, on essaye de créer du lien de partout. On a du monde depuis La Réunion, depuis la Guadeloupe. On commence aussi à faire du lien avec des gens en Belgique, des gens en Espagne. Voilà, donc on se sent beaucoup moins seul. Moi, personnellement, dès que je suis rentrée, je me suis mise à être active, et je me suis sentie mieux parce que voilà, c'est mieux que de pleurer le soir et de demander ce qui se passe. Et c'est aujourd'hui toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ce militantisme, si je peux appeler ça comme ça. Il y en a une partie qui m'ont rejoint. J'ai 3 personnes d'Enfance et Liberté, qui ont fondé Enfance et Liberté, avec qui je parle depuis 6 mois, avec qui on travaille depuis 6 mois, qui m'ont rejoint ici dans les Landes, parce qu'on est en train de monter donc un film pour sensibiliser un peu. Alors j'avais déjà fait un petit court-métrage avec mon iPhone et ça avait bien marché, voilà, qui s'appelait Monde à l'envers et qui parlait justement des mesures sanitaires et des effets qu'avaient ces mesures sur les enfants. Vous l'avez peut-être vu, c'est un film en fait où j'ai donné la parole aux adultes pour compter des messages d'enfants. Et du coup, on m'a encouragée à faire d'autres films. Et puis, plein de gens m'ont appelé pour me dire, écoute, si tu nous montres quelque chose d'un peu plus ambitieux, on te suit. Notamment Eric, qui m'a invité sur le plateau ce soir, je le remercie, qui m'a appelé suite à Benoît, qui est lui un illustrateur avec qui on m'a mis en contact. Eric, qui connaissait Benoît par rapport à la tournée fantastique, m'a appelé aussi pour me dire, écoute, si tu as besoin de musique sur ton film. Et finalement, il est venu aider pour le tournage du film. Donc on a du monde de partout, du nord, plutôt du sud-est, plutôt du centre qui sont venus. Là, on est une vingtaine de personnes ici et tout le monde est venu avec ses enfants parce que c'est les vacances. Et voilà, on est en train de monter un autre film un peu plus ambitieux dans lequel Louis va jouer au mois de mai. Et on a la première partie maintenant, la deuxième partie du tournage au mois de mai. Et on essaye de faire changer un peu les choses, essayer de sensibiliser, amener du monde vers nous, leur faire comprendre que le monde de demain se décide maintenant aussi et qu'il faut être sensible à tout ce qui se passe parce qu'il y a des gaps énormes dans tout ce qui est inhumain. Là, on avance à grands pas, je trouve, et que il faut vraiment réagir. Il faut vraiment que les gens qui partagent nos pensées nous rejoignent. Il faut vraiment qu'on fasse du lien. Il faut qu'on puisse être tous des défenseurs en fait de cet autre monde qu'on veut. Voilà, donc ce film va parler pas seulement pour les enfants cette fois, va parler de tous les gens qui ont souffert, tous les milieux, donc les non essentiels, les artistes notamment, et les personnes âgées, les jeunes, parce qu'on a des étudiants, chez Enfance et Liberté, on défend les enfants, mais on considère que les jeunes sont aussi des enfants, encore. Ils viennent juste de sortir de l'enfance et de l'adolescence. Et c'est à nous de les protéger. Donc c'est aux grands de protéger les petits. Et c'est pas aux petits et aux jeunes de sacrifier leur jeunesse et de se sacrifier pour les grands, pour les peurs des grands. Voilà les messages que j'ai passés au départ dans mon premier court-métrage et on en passera d'autres, on va pas tout raconter. C'est la surprise aussi, un peu ce film. Et voilà, donc si j'avais un mot à dire, c'est il faut qu'on nous rejoigne, il faut qu'on devienne tous... Aujourd'hui, je considère qu'être un super-héros, c'est juste savoir tenir, comme tu dis, Louis, le rapport de force et essayer d'agir, se mettre en action, se mettre en lien. Ici, on s'est tous mis en lien. Je voudrais vous présenter du monde derrière moi. On va pas amener l'équipe, mais
présente Rachid, qui s'occupe de toute la partie technique, cadre, caméra. Je vous présente Kevin. Est-ce que tu peux te baisser, Kevin? Voilà. Darius, attends, je présente Kevin. Kevin qui est l'ingé son. Voilà. Derrière, on a quelques-uns des acteurs. Bon, on a Eric, que vous connaissez, qui a fait la tournée fantastique. Ici, on a Orson. On essaye de mettre un peu aussi de couleur, de mixité. On en a de partout. Ouais. Et là, vous ne voyez pas tout le monde parce que ce soir, on a essayé d'être calme. Juste abonnez-vous à Arcao. Non, ouais, bon. C'est à YouTube. Bon, les enfants, voilà. Donc, C'est sur YouTube, pas la première. Typiquement, ce qu'il ne faut pas faire chez les enfants, c'est-à-dire YouTube. Bon, on essaye de limiter ça quand même. Voilà, donc on est ce soir sur la 3e journée de montage. On a plein d'enfants partout. C'est hyper difficile à gérer. Ils s'entendent tous alors qu'ils ne se connaissaient pas. Bon, ça, c'est les enfants. Et ben nous, les grands aussi, on ne se connaissait pas. On s'est tous mis en lien. Ça marche bien et on est content. Voilà, on a hâte de voir le résultat et on a hâte. Louis, il va y avoir aussi Ingrid Courrèges qui sera là sur ce tournage. Vincent Pavant, il y a un peu de monde. Ouais, ça va être cool. Voilà. Et merci de l'invitation de ce soir. Merci beaucoup, Roxane. C'est la tonalité qu'on voudrait donner à la fin de cette émission. Hein. C'est depuis la révolte jusqu'à un autre monde. Et je crois qu'on a besoin, chacun à notre tour, de ressentir cet appel-là, parfois par une souffrance, en fait. Hein. Et cet appel-là, c'est celui de se mettre en lien, quoi, et de reconstruire ensemble. Peut-être que jeter des pavés dans le pouvoir, ça marche pas. Vous allez vous buter sur des LBD, des tanks, vous faire mal, et de plus en plus mal, en fait. Et ça va se raidir de plus en plus. On est dans un déferlement totalitaire, qu'on le veuille ou non, et que ça veut dire qu'il faut trouver d'autres moyens. Et d'autres moyens, c'est d'enlever les briques du réel tel qu'il est, de les reprendre et d'en faire autre chose. Et d'enlever tout le pouvoir qu'il y a petit à petit, par la création de monnaies alternatives et complémentaires, par la création de monnaies libres dans le système monétaire, par d'autres voies sanitaires pour se soigner autrement, et reprendre soin les uns des autres, comme l'a dit Roxane, reprendre soin des personnes âgées, reprendre soin de ceux qui sont fragiles, reprendre soin des enfants, et reprendre soin de la démocratie et la soigner aussi, parce qu'elle est en train de partir en lambeaux. Et considérer que les gens en face, finalement, ne sont pas vos ennemis. Changez ce regard-là, dans une voie de la non-violence, en essayant de se dire qu'ils sont malades, ils ne vont pas bien, et qu'il faut les aider à guérir. Je crois que ça va arriver progressivement. Donc voilà, c'est la voie qu'on défend, celle de la non-violence, celle de la paix, celle d'essayer de reconstruire. Ça n'exclut pas le rapport de force, comme l'a dit Roxane. L'idée, c'est que ce rapport de force, il faut en prendre la mesure. Et vous ne pouvez pas commencer à essayer de dégommer le grand Satan si vous n'êtes pas assez fort. Et pour être plus fort, il faut être nombreux. Donc avant de mettre les mains sur le kimono du gars d'en face, il faut que vous soyez bien sur vos pieds. Et ça veut dire, c'est mon message à tous les collectifs locaux, c'est arrêtez de vous battre pour des égos. Arrêtez d'essayer de vous bouffer les uns les autres pour avoir le pouvoir. Prenez le pouvoir, partagez-le, structurez-le. Et là, vous serez fort pour vous défendre. Et pour aller faire tomber l'ennemi dans son propre vide. C'est ça l'aïkido, c'est ça le judo, c'est faire tomber l'autre dans sa propre faille. Et pour ça, il n'y a que besoin de trouver le point de déséquilibre, le point de rupture. Il n'y a pas besoin d'être plus gros en judo. Voilà, ça c'était ma phrase impérissable pour ce soir. Je mets la parole au centre, vous pouvez la prendre et conclure à votre tour, avant qu'on laisse le micro à Will pour une conclusion musicale. Bonne nuit à tous, merci. 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 Merci, Louis. Malaki, à toi. Malaki, allez, moi. La phrase finale. La phrase finale, écoute, c'est une traduction. C'est la différence entre un homme et un garçon et le prix de ses jouets. Voilà ce que ça peut inculquer. D'accord. Ok, très bien. Et moi, j'avais noté trois petites choses, puisque... Ah, mais Paul a disparu. Zut. Il faisait un pont avec l'abbé Pierre, et justement, moi, il y a une phrase de l'abbé Pierre qui résonne en moi depuis longtemps. Il avait dit qu'il était inutile d'être parfait pour commencer quelque chose de bien, et c'est vraiment le fond de ma pensée. C'est comme ça que j'agis. Je sais bien que je suis pas parfait, mais je tâche de faire du mieux que je peux, et qu'avec
peu de moyens financiers, on peut faire de très grandes choses. Et il y avait aussi cette citation de Simone de Beauvoir qui disait que le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Et c'est vrai que ça peut être dur de chercher la vérité, de la voir en face, les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes. Et c'est ce que vous faites très bien, Louis, avec Réinfo Covid. Et moi, c'est sur ça que je travaille beaucoup avec les artistes, avec la permaculture, parce qu'on est dans une guerre contre le vivant et au contraire la permaculture. Moi, en tant que permaculteur, je ne travaille qu'avec le vivant et la plus grande confiance que je donne, justement, c'est au vivant. Et puis pour réagir encore une dernière fois sur les propos de Paul au début par rapport à ce monde qui s'effondre, eh bien, nous sommes bien évidemment le système. Là, on critique un système et nous faisons partie de ce système-là. Et comme disait si bien Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas, c'est exactement ça vers ma démarche depuis des années maintenant, c'est je n'achète plus tout ce qui pour moi fait du mal à ce monde-là. Donc c'est un choix radical, mais radical vraiment positif. Ça va à tout niveau dans tout ce que je consomme. J'essaie de faire au mieux et je pense que forcément on a tous une approche ambiguë par rapport à cet effondrement, mais on a tous notre rôle à jouer en faisant du mieux qu'on peut et en se perfectionnant de jour en jour. Voilà. Et c'est les valeurs qu'on défend vraiment sur Ethique TV et qu'on partage sur Ethique TV par rapport à l'autonomie alimentaire et en santé. Voilà. Merci Stéphane. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour conclure? Roxane, tu veux dire un mot? Non? Comme vous voulez. Pour une fois que vous pouvez la voir. Faut que tu enlèves juste t'as ton micro qui marche pas. Ouais. C'est bon? Ok, bah, moi j'ai beaucoup parlé déjà, donc si vous voulez, je peux faire une petite phrase de conclusion. Déjà, remercier tout le monde. Louis, déjà, tu as dit un truc qui moi m'a inspiré. Tu as dit ce monde qui propose, personne n'en veut. Et je reste positive parce que effectivement, personne n'en veut de ce monde. Ce monde transhumanisto, sans nature. Personne n'en voudra, en fait. Donc, tout simplement, je suis positive parce qu'on va réussir à créer un autre système, une autre façon de faire. Parce que je pense que tout simplement, tout le monde en a marre. Donc, j'étais très en colère, j'avais hyper peur. J'ai toujours quand même peur, j'ai une part de peur. Mais je suis hyper positive. Parce que à la fin, la lumière l'emporte toujours. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Merci, Roxane. Will, tu veux dire un mot avant de finir en chanson ou tu veux finir en chanson? Oh, je peux dire une petite phrase. On a l'habitude d'un proverbe bien mal acquis ne profite jamais. Et si on peut faire une petite référence à notre artiste du soir, c'est l'inverse. À mon avis, il l'a déjà eu, hein. T'inquiète. Ouais, il l'a déjà eu. En plus, venant d'Irlande. Et en fait, tout à l'heure, on parlait vraiment de la jeunesse. Et moi, je voudrais juste rajouter que les choses peuvent être hyper simples, en fait. Il y a un an, quand tout s'est arrêté, tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'était pas possible que le monde s'arrête. Et en fait, en 24 heures, tout s'est arrêté, quoi. Et moi, j'ai souvenir d'une personne qui, un jour, n'a pas voulu que j'accède à une certaine programmation d'un festival en me disant « Mais non, mais la vision de cet artiste est beaucoup trop simpliste, le monde est plus complexe qu'on croit. » Et puis quand tout s'est arrêté comme ça en 24 heures l'année dernière, j'avais envie si j'avais pu, de rediscuter avec ce gars-là et lui dire « Bah, tu vois, regarde comme ça peut être super simple en fait. Si tout le monde est d'accord et se met d'accord au même moment pour la même chose, ça met vraiment pas longtemps. » Et cette jeunesse qui a la candeur de penser ça et de le vivre comme ça, dans une sorte de fraîcheur aussi, ce serait quand même classe qu'on leur donne les rênes pour faire ça, pour fabriquer ça, quoi. Voilà. Je peux chanter une chanson qui s'appelle « Le Nouveau Monde » aussi, si vous voulez. Merci. Eh ben, on va finir avec ça. Le Nouveau Monde, c'est exactement le cheminement qu'on voulait faire, quoi. Merci Will. Merci Malaki. Merci Roxane. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée.
hexagonale. Je scanne le monde en intégrale, d'un bout à l'autre en diagonale. La colère monte, abdominale. La vie avance et bouscule l'homme qui sans lumière capitule. Fini le temps des dogmes qui figent, l'amour ne donne plus le vertige. Devant la famille malhonnête, plus question de crever bouche ouverte. Voici le nu mondial, la crise, le seuil du ras-le-bol se précise. Tu peux te dire que rien ne va, ou bien sourire, car le voilà, le nouveau monde, l'air de l'amour qui inonde. L'inconscient aura perdu, fortes les voix tant attendues. La voilà la vérité, celle des hommes de bonne volonté. La bienveillance reprend le dessus, les frères du mal sont foutus. C'est toujours de la faute de l'élite, on a le président qu'on mérite. Glorifie la loi du plus fort, tous les 5 ans tu dis d'accord. France emblème occidental, sans foi ni joie, nation bien pâle. Chaque jour suffit sa fuite, une vraie solution, ben on évite. Tu peux te dire que rien ne va, ou bien sourire, car le voilà le nouveau monde, l'air de l'amour qui inonde. L'inconscient aura perdu, porte les voix tant attendues. La voilà la vérité, celle des hommes de bonne volonté. La bienveillance reprend le dessus, les frères du mal sont foutus. Sont foutus. Les frères du mal sont foutus. Dernière chose, et je vous laisse. L'homme est bon derrière ses faiblesses. La voix du cœur parle tout bas, derrière nos peurs. Écoutons-la.